Le 11 juillet 2019, Jean-Marc Rochette, auteur entre autres œuvres de la bande dessinée Le Transperce-Neige, a dit lors de l'entretien, je cite, « J'ai toujours été d'un naturel optimiste, mais là je pense que c'est un peu cuit. » Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Ces mots que semblent partager pas mal d'auteurs de bande dessinée, à en juger par les albums de plus en plus nombreux qui traitent du saccage de la Terre et de l'effondrement de notre monde, ne sont pas anodins. On ne va pas se mentir, des BD post-apo, il y en a pas mal, et ces dernières décennies, leur nombre n'a fait qu'augmenter drastiquement. Mais concrètement, ça parle de quoi une bande dessinée post-apo? Et ça vient d'où? De quand? Le monde dans lequel nous vivons a bien changé depuis les premiers coups de crayon des auteurs, et ces derniers d'ailleurs ont su s'adapter, faire avec ce qu'ils avaient sur le moment, extrapoler pour le bon et le moins bon. Ce que je vous propose, c'est d'explorer un peu cet univers, de voir les évolutions et de jeter un œil sur quelques œuvres dont certaines vous diront certainement quelque chose et d'autres beaucoup moins. Petite précision en passant, je ne ferai pas de distinction entre les types de bandes dessinées. En gros, j'engloberai sous ce terme comics, manga et franco-belge. On s'en fout un peu de savoir le format, c'est le contenu qui importe. Autre chose, si je raconte des carabistouilles, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Vu le sujet, c'est possible que quelques coquilles se soient glissées ici et là. Allez, trêve de bavardage, on a du pain sur la planche. On ne va pas refaire ici tout l'historique de la bande dessinée, déjà parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas mon domaine de prédilection et il y aurait tellement à dire que la vidéo serait bien trop longue. Commençons, si vous le voulez bien, par définir ce qu'est le post-apo. C'est toujours bien de savoir de quoi qu'on parle. Et si vous ne le voulez pas, je vous invite à cordialement aller voir du côté des Hélènes, si comme avec Alice, ça glisse. La science-fiction post-apocalyptique est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation. Parfois utilisé pour ses aspects ultra-violents, il repose sur un délicat équilibre entre une civilisation perdue et un chaos naissant. C'est à la fois la fin du monde et un nouveau départ. Si dans un roman il faut pas mal de descriptions pour pouvoir se promener librement dans les mondes imaginaires, le très gros avantage de la bande dessinée est bien sûr les images. En règle générale, la recette est souvent la même. Une catastrophe qui frappe le monde et ses conséquences sur la vie des personnages qui doivent s'adapter à un monde hostile et trouver des moyens de survivre malgré les difficultés. Les thèmes abordés dans les BD sont, encore une fois, bien souvent les mêmes. La fin du monde avec la représentation de l'apocalypse et de la destruction, la survie ou comment les personnages gèrent les problèmes de ressources et de sécurité, et enfin l'espoir, la lutte des personnages pour un avenir meilleur et leur capacité à trouver de l'espoir même dans un monde en ruine. Oui, les ingrédients sont les mêmes et pour tout dire, c'est ce qu'on aime finalement. Si vous voulez du spatial, il y a des œuvres de space opéra. Une situation historique existante dont les conséquences seraient modifiées, c'est de l'Uchronie. Une histoire d'amour, c'est de la romance. Des œuvres qui explorent le thème du genre, de la sexualité, des cyborgs, des mondes unigenrés et de la place des femmes, c'est de la science-fiction féministe. Et non, ce n'est pas nouveau, le premier roman qui traite ce sujet est sorti en 1765. Concernant notre sujet, il m'a été assez difficile de trouver précisément quelle a été la première bande dessinée post-apo. Néanmoins, il semblerait que Futuropolis, de René Pellos et Martha Alsandre, soit l'un des premiers récits du genre. Paru dans le magazine Junior en 1937, il est question d'une terre transformée en immense banquise où règne un froid intense et un air irrespirable. Cette bande dessinée n'a jamais été vraiment rééditée depuis et les originaux ont même disparu. Le genre post-apocalyptique à part entière finalement apparaît après la Seconde Guerre mondiale, en réponse à la peur de la guerre nucléaire, à l'idée d'une destruction totale de la civilisation humaine qui a émergé après les bombardements atomiques en 1945. Pas mal d'œuvres voient le jour comme une manière soit d'avertir, soit de se rassurer. C'est à partir de cette période que naît le nouvel âge du post-apocalyptique avec des titres souvent sombres et pessimistes, reflétant les craintes de l'époque et présentant des mondes dévastés par la guerre, la famine, la maladie et les catastrophes naturelles. Les personnages sont souvent seuls ou en petits groupes, cherchant à survivre dans un monde hostile où les règles et les normes de la civilisation ont été anéanties. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aussi faire avec le climat dû à la guerre froide et avec lui bien sûr, toute la propagande qui va bien. Comme toujours, c'est compliqué de trouver précisément ce qui est sorti à cette période, mais a priori, les 4 tomes de la BD Atomic War sortis à partir de 1952 semblent avoir été les premiers du genre. Série de bandes dessinées américaines publiée par Ace Comics, elle est axée sur des récits de guerre nucléaire, notamment sur les possibilités d'une 3e guerre mondiale, et même si le but était de mettre en garde contre les horreurs de la guerre atomique, propagande oblige, elle fait exactement le contraire dans ses histoires, où les forces américaines, utilisant des armes nucléaires tactiques et stratégiques, triomphent de nombreuses fois face aux vilains communistes. Au fil des ans, le genre post-apocalyptique
scientifique dans les bandes dessinées est devenu de plus en plus populaire, avec des histoires explorant une grande variété de scénarios et de thèmes, allant de la survie dans un monde hostile à la reconstruction d'une société dévastée. Si dans ces séries la prise de conscience de l'épuisement des ressources et du dérèglement climatique n'est pas encore d'actualité, pour autant les préoccupations écologiques ne sont pas absentes. Dans Simon du Fleuve par exemple, une BD en 9 tomes de 1976 de Claude Auclair, on peut suivre les aventures de Simon, un fils de scientifique, qui s'est enfui d'une cité et qui aide les groupes d'agriculteurs ou d'éleveurs qu'il croise dans un monde qui a été détruit dans le passé par des conflits militaires généralisés où une grande partie des avancées scientifiques ont été perdues et où les humains tentent de réapprendre à vivre au contact de la nature, au rythme du temps et des saisons. Et puisqu'on est dans les années 70, laissez-moi vous parler d'un magazine de bande dessinée qui a eu son petit succès. Créé en 1975, je veux bien entendu parler de Métal Hurlant. Alors, je ne vais pas spécialement m'étendre sur le sujet pour la simple et bonne raison qu'il y aurait une tonne de trucs à dire. Histoire de situer un peu le truc et surtout pour les plus jeunes, avant qu'Internet ne soit dans toutes les maisons et surtout dans toutes les poches, il n'y avait pas grand chose qui permettait de se tenir au courant des dernières sorties de BD, de films, de musique et un peu plus tard de jeux vidéo. Si on voulait être un peu à la page, il fallait lire des magazines. Et je dis bien lire, avec des vrais textes correctement écrits par des journalistes compétents. Il y en avait pour tous les goûts, c'était un peu comme Google, sauf qu'il fallait aller acheter son numéro tous les mois chez le marchand de journaux. Métal Hurlant, c'est un magazine de bande dessinée français qui a publié de nombreuses histoires de science-fiction et de fantasy, dont beaucoup se déroulaient dans des mondes post-apocalyptiques. Véritable révolution pour la bande dessinée française et internationale, l'impact a même été bien au-delà de la bande dessinée. Né sous l'impulsion d'un collectif appelé les Humanoïdes Associés, composé de Bernard Farkas, Jean-Pierre Dionnet et deux génies de la bande dessinée, Philippe Druyet et Moebius, l'idée était de créer un magazine de bande dessinée consacré à la science-fiction avec une diversité maximale de thèmes et de styles graphiques. La revue a un rôle de découvreuse de talent et pour tout dire, le but ici est clairement que la multitude d'auteurs se fassent plaisir et que par conséquent, les lecteurs prennent leur pied également. D'abord trimestriel, puis mensuel, traduit et adapté dans pas mal d'autres pays, Métal Hurlant s'interrompt en 1987. Une nouvelle édition pointera le bout de son nez en 2002, mais la formule ne convainc pas et la diffusion s'arrêtera en 2004. En 2020, un reboot de Métal Hurlant est annoncé et cette troisième version est lancée via un financement participatif qui sera un succès avec plus de 3000 participants. Est-ce que tout ceci va durer? Nul ne peut le savoir. Au moment où j'écris cette vidéo, le numéro 6 de février 2023 est en kiosque. Cette ultime version surfe-t-elle sur un succès d'antan pour gratter un peu de monnaie? A-t-elle encore au fond d'elle cette petite lumière, cette passion pour la SF? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Il y aurait en vérité plus guère de choses à dire sur le post-apo dans la bande dessinée. Comme on a pu le voir, la recette est sensiblement la même et sans surprise, les œuvres à notre disposition sont directement liées au changement profond de notre société, au bouleversement de notre style de pensée, de notre façon de communiquer, de voir finalement le monde et d'en appréhender l'avenir. S'il n'y a plus grand chose à dire, en revanche, il y aurait pas mal à montrer. Et oui, depuis le début, on coince la bulle, cela étant, je l'ai bien mérité. Pour info, je me suis enquillé pas moins de 172 volumes, histoire de creuser le sujet comme il se doit. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter là, ici, tout de suite, maintenant et dans pas longtemps, pas moins de 10 titres. Et histoire de faire simple, on va se faire ça de façon chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. Commençons, si vous le voulez bien, et si vous ne le voulez pas, c'est la même, par Jérémia, une bande dessinée sortie en 1979. Série créée par Herman, elle est toujours en cours de nos jours et elle totalise pas moins de 39 tomes. Nous sommes aux États-Unis dans un futur indéterminé, après une guerre totale entre les Blancs et les Noirs qui a détruit une grande partie de la civilisation. Le héros, Jérémia, est un fils de fermier. Au départ naïf et inexpérimenté, il grandit et s'aguerrit au fil de la série en évoluant dans un univers chaotique tout en conservant certaines valeurs morales. Du point de vue du dessin, ma foi, c'est un style vraiment à l'ancienne. Les tracés sont réalistes, durs, tout est fait pour qu'on se sente dans un monde violent, typiquement post-apocalyptique. Ce titre est l'une des œuvres phares du genre, mais pour autant, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, il est grand temps que ça se termine. 39 tomes, 43 ans, c'est long. Les scénarios manquent d'inventivité et d'intérêt, les dessins ne sont plus ce qu'ils étaient, bref, beaucoup de personnes sont nostalgiques de la grande époque des années 80. Autre bande dessinée, le Transperce-Neige, sorti en 1984. Série créée par Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette, là encore, elle est toujours en cours de nos jours. Enfin, plus ou moins. En tout, elle totalisera 7 tomes lorsque le dernier, prévu en octobre 2023, sortira. Tout débute à bord d'un train qui, par chance, n'est pas géré par la SNCF, sinon on n'aurait jamais pu connaître la suite, qui est le dernier endroit où des hommes vivent depuis qu'un accident climatique
météorique a rendu la Terre invivable. À l'intérieur, tout est très hiérarchisé avec de jolis wagons en tête où vivent les bourgeois, jusqu'aux wagons des pauvres que l'on appelle des queutards en fin de convoi. Alors que l'un d'eux arrive à passer dans l'autre partie du train, il est capturé et ordre est donné qu'il soit amené à l'avant. Il va alors découvrir ce qu'il se passe réellement dans ce train, ses croyances et le mode de vie qui y règne. L'histoire devait à l'origine n'être qu'un one-shot, mais après la mort de Jack Lobb en 1990, d'autres albums sont publiés. Même s'il se déroule juste après les derniers événements, pour autant on a changé de train et l'histoire se passe à bord du Transperce-Neige 2, où il est possible de sortir et qui peut lui-même s'arrêter voire quitter les rails pour devenir un véhicule d'exploration. En 2019, une nouvelle intrigue démarre. Pensée comme une trilogie, il s'agit en fait d'un préquel censé vous donner toutes les réponses. Puisque nous sommes en 1984, laissez-moi vous parler d'une bande dessinée qui me tient particulièrement à cœur et de comment je l'ai découverte. Ce titre a été pour moi une véritable révélation. J'étais jeune à une époque où c'était un peu le bordel dans ma vie et histoire de me changer les idées, je passais mon temps dans la petite bibliothèque de ma ville. À l'époque, comme bien des gosses de mon âge, j'avais bien déjà vu ici et là des films, disons, un peu chauds. Des films pour adultes dirons-nous, mais rien de bien extraordinaire pour autant. Si je vous dis M6 et Manuel, certains comprendront. Bref, un jour, je suis allé dans la section BD pour adultes de la bibliothèque. Pour tout dire, l'idée n'était pas tant de voir un bout de nichon que la curiosité de savoir ce que c'était vraiment une BD pour adultes. Il faut savoir qu'à l'époque, la BD c'était surtout pour les enfants, et encore, ce n'était pas de la vraie littérature et ça avait assez mauvaise réputation. Du coup, je ne comprenais pas trop l'intérêt d'en proposer à des adultes qui, pour moi, ne devaient lire que des gros livres bien épais avec des mots que je ne comprenais pas. Une fois dans l'espace dédié, un peu à l'écart, je me mets à fureter. Bon, sans surprise, les BD pour adultes, en fin de compte, ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Et soudain, en haut d'une étagère, je vois 14 volumes, tous de couleurs différentes, bien alignés. Je chope un tabouret, manque de me casser la gueule, et m'empare du premier volume. Nommé L'autoroute, c'était le tome 1 du manga Akira, écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo. Ce fut une révélation et j'ai dévoré tous les volumes les uns après les autres. Fait amusant pour moi à l'époque, j'ai même pu emprunter des volumes pour les lire tranquillement chez moi. La bibliothécaire ne m'a fait aucune remarque sur l'endroit où je les avais trouvés. Ce manga m'a énormément marqué, au point d'ailleurs que la toute première vidéo sur cette chaîne le concerne. Une première chronique d'à peine plus de 5 minutes qui est une véritable torture à écouter et où je ne développe absolument rien. Il faut bien commencer quelque part. Peut-être qu'un jour je la referai, ne serait-ce que par respect pour l'œuvre. Concernant la BD en elle-même, elle a été publiée en 6 volumes à partir de 1984. Tokyo a été détruite par une mystérieuse explosion le 6 décembre 1982, ce qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. En 2019, Neo Tokyo est une mégapole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués. Une nuit, l'un d'entre eux, Tetsuo, a un accident de moto en essayant d'éviter un étrange garçon qui se trouve sur son chemin. Blessé, il est capturé par l'armée et est l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire ultra secret visant à repérer et former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques. Les amis de Tetsuo, dont leur chef, Kaneda, veulent savoir ce qui lui est arrivé car quand il s'évade et se retrouve en liberté, il n'est plus le même. Tetsuo teste ses nouveaux pouvoirs et veut s'imposer comme un leader parmi les junkies, ce qui ne plaît pas à tout le monde, en particulier à Kaneda. Autre bande dessinée, la saga Neige, sortie en 1987. Série créée par Didier Convar et Christian Gine, elle totalise 15 tomes pour la série principale et 3 tomes pour chacune des 2 séries dérivées, Neige Fondation sortie en 2010 et Neige Origine sortie en 2015. Dans un futur dystopique, l'Europe confédérée contrôle le temps et les saisons à l'aide de stations météorologiques futuristes. Si tout se passe pas trop mal au début, une erreur de l'ordinateur Orion va tout bouleverser et dérégler l'équilibre écologique. La neige tombe sur l'Europe, les températures baissent et dans les décennies suivantes, l'Europe se retrouve plongée en plein chaos touchée par une épidémie, le mal d'Orion, et elle est coupée du monde extérieur par un mur électromagnétique qui empêche quiconque d'entrer ou de sortir de ce monde glacé. L'histoire est centrée sur un personnage, Neige, dont les parents ont été abattus sous ses yeux et qui a été trouvé enfant par un vieux solitaire qu'il a trouvé seul dans la neige et qui va l'adopter. Adolescent, Neige cherchera les meurtriers de ses parents puis retournera ensuite avec Northman qui œuvre avec une société secrète, les 12, pour sauver l'Europe. Le héros deviendra alors l'instrument des 12 pour accomplir leur mission. Graphiquement, cette BD peut piquer un peu les yeux. Le style est très typé années 80 et même si cela s'arrange avec le temps, notamment au niveau des couleurs, la mise en scène, les dessins ne changent pas énormément. Soyez rassurés, ça ne choque pas des masses, d'autant que l'histoire, elle, est plutôt pas mal. Concernant les 2 séries dérivées, Fondation et Origine, le style est un peu plus moderne. Le premier est un préquel de l'histoire et quant au second, il retrace plus la jeunesse
de héros. À lire donc si vous voulez en savoir plus sur ce monde. Faisons un bond dans le temps jusqu'aux années 2000 avec Y, le dernier homme, sorti en 2004. Série créée par Brian Vaughan et Pia Guerra, elle nous vient tout droit des États-Unis et totalise 10 tomes. Cette fiction n'est pas à mettre entre toutes les mains, surtout masculine. Elle raconte l'histoire de Yorick, le dernier homme sur Terre, après qu'une mystérieuse pandémie ait tué tous les êtres humains mâles, à l'exception de lui et de son singe de compagnie, Esperduette. Tout le long, on va suivre le héros qui est à la recherche d'une explication, alors que les femmes se réorganisent pour vivre sans les hommes. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a plus un seul mâle sur Terre, hormis le héros et son singe. Et on ne va pas se mentir, parmi les femmes qui restent et qui de fait ont pris le pouvoir, il y a de grandes malades. À ne pas mettre entre les mains des machos, ni même entre celles de féministes quelque peu extrêmes. Pour ma part, j'ai assez bien aimé, c'est joli, bien écrit, assez dynamique, et j'adore l'idée de base, éradiquer brusquement toute une partie de la population et voir ce qui se passe. En parlant d'éradiquer une partie de la population, voici très brièvement un autre titre. Walking Dead, sorti en 2005. Série créée par Robert Kirkman et Tony Moore puis Charlie Adler. Elle totalise pas moins de 33 tomes et est, à n'en point douter, un monstre à plus d'un titre. Si hélas dans la tête des gens ce nom est surtout connu pour la série, la BD, elle, est loin d'être en reste. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte les 20 dernières années, Walking Dead se déroule dans un monde envahi par des zombies dont on ignore l'origine. Rick Grimes, le héros, va tenter tant bien que mal de faire survivre son groupe de survivants dans ce monde hostile et effrayant, cherchant le refuge idéal. Au fur et à mesure, les personnages vont évoluer, progresser, mourir, bref, l'ensemble est assez focalisé sur la survie et les relations humaines. Attention tout de même, si la série suit plus ou moins la BD, il y a quand même pas mal de différences. Graphiquement parlant, ma foi, on est sur du classique, de la BD américaine assez violente, des traits secs, des ambiances pesantes, du bon post-apo comme on l'aime quoi. Restons donc aux côtés des mangeurs de chair avec une autre bande dessinée, la saga Zombie, sortie en 2010. Série créée par Olivier Perru, elle totalise à ce jour 5 tomes pour la série principale et 3 tomes pour chacune des 2 séries dérivées, Zombie Nécrologie, sortie en 2014 et No Zombie, sortie en 2021. Ce titre, tout comme d'autres que je vous présente aujourd'hui, m'ont été particulièrement suggérés par l'un d'entre vous. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra sûrement. Zombie, c'est une saga vraiment bien foutue, avec de chouettes dessins et une histoire qui tient bien la route. Très franchement, je ne regrette pas d'avoir fait cette découverte. Elle raconte l'histoire de Sam, un homme tout à fait banal, qui fuit l'épidémie qui ravage la planète et transforme les hommes en morts-vivants affamés. Tant bien que mal, il va tenter de survivre dans ce monde dévasté où sa fille a disparu. Concernant la première série dérivée, Zombie Nécrologie, il s'agit en fait de plusieurs histoires qui se déroulent dans le même monde que la BD mère. Ainsi, le tome 1 se déroule à Paris et concerne l'ancien président de la République François Hollande. Le tome 2 se passe à Stockholm quelques mois après l'apparition du virus et le tome 3 au Japon. La deuxième série dérivée, No Zombie, est un peu plus spéciale. Il existe un vaccin contre cette pandémie zombie. Avouez que comme histoire, ce n'est pas banal. Ainsi, les malades seraient guéris, mais problème, le goût du sang et l'esprit de la meute n'ont pas disparu. Personnellement, j'ai trouvé l'idée de cette série dérivée vraiment intéressante. Est-ce que ce serait vraiment possible de reconstruire la société une fois qu'elle s'est brutalement effondrée? Si jusqu'à présent j'ai assez bien aimé ce que je vous présente, ici ce n'est pas vraiment le cas. Gung-Ho est une bande dessinée de Benjamin von Eckartsberg et Thomas von Kumant, sortie en 2013 et qui totalise 5 tomes. Dans un futur proche, ce qu'on appelle la plaie blanche a presque complètement décimé l'humanité et la civilisation n'est plus qu'un doux souvenir. L'Europe tout entière est devenue une zone de danger où la survie n'est plus possible qu'à l'intérieur de villes ou de villages fortifiés. On va y suivre les aventures de Zack et Archer, 2 ados orphelins qui ont gâché toutes les chances qui leur ont été données. En d'autres termes, il n'y a plus grand chose à attendre d'eux. Pour tout dire, si le scénario est plutôt pas mal, c'est avec le dessin que j'ai de gros problèmes. Personnellement, je n'ai pas du tout accroché à ce style et très honnêtement, je ne suis pas parvenu à rentrer dedans à cause de ça. Il en faut pour tous les goûts après tout. À vous de vous faire votre propre opinion. Et puisqu'on parle de BD qui ne m'ont pas emballé, enchaînons sur la suivante. Le reste du monde est une bande dessinée de Jean-Christophe Chauzy, sortie en 2015 et qui totalise 4 tomes. Une mère dont le mari l'a fait cocu avec une petite jeunette est sur la fin de ses vacances avec ses 2 jeunes fils. Tandis qu'elle n'est pas au mieux de sa forme et que ses chiards passent leur temps à lui parler de leur père, la nature décide de s'en mêler sérieusement. Après des orages apocalyptiques, des tremblements de terre en série, des glissements de terrain et l'explosion des centrales nucléaires, le monde est définitivement défiguré. L'histoire, dans un premier temps, va se concentrer sur cette mère de famille qui va tout faire pour qu'elle et ses enfants survivent. Ensuite, le
point de vue sera plus du côté du monde en général, avec des clans qui se sont formés et des guerres pour les territoires et des ressources. Alors, je vais être franc, cette BD me laisse perplexe. J'ai adoré le scénario, les personnages et les lieux. C'est dynamique, assez intime et on ne s'ennuie pas une seconde. En revanche, j'ai quelques problèmes avec le dessin. Si dans l'absolu la plupart sont vraiment beaux, dès qu'il s'agit de gros plans sur les visages des personnages, c'est une catastrophe. Autant les plans larges sont magnifiques, ceux un peu plus rapprochés également, autant je trouve que vu de près, les femmes et les hommes sont un peu bizarres. Heureusement, il n'y a pas tant de plans de ce genre que ça. Du coup, ça ne pose pas trop de problèmes. Dernière bande dessinée de cette liste qui est, bien entendu, loin d'être exhaustive, Résilience d'Augustin Lebon, sorti en 2017 et qui totalise 4 tomes. Ici, on change totalement de registre. Pas de guerre nucléaire, pas de zombies, juste une puissante multinationale qui exploite 90% des terres et son armée qui fait respecter ses droits de propriété. Nous sommes en 2068 et l'Europe est devenue un vaste désert agricole et pour lutter contre la famine et cette hégémonie totalitaire, un vaste réseau clandestin baptisé la Résilience va diffuser des semences et des idées libres. Alors, on ne va pas se mentir, dans le genre, c'est une BD plutôt calme. Résilience, c'est un récit dystopique d'anticipation politico-écologique. Pas de gros post-apo qui tâchent et très franchement, ça repose un peu. Ici, il est plus question de s'interroger sur notre avenir d'un point de vue agricole et quand on voit les derniers rapports en date, ce n'est pas une mince affaire. C'est bien écrit, les dessins sont particulièrement jolis, l'ensemble est fluide et dynamique et au fil des tomes, il y a ce je ne sais quoi qui fait qu'on s'attache aux personnages. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé ce titre. On va s'arrêter là pour la présentation de BD post-apo. C'est un vaste sujet et il serait impossible de parler de toutes. Pour autant, il y a quand même quelques titres qui méritent qu'on se penche sur leur cas. Sorti en 2020, La Bombe d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollet et Denis Rodier est une BD particulière puisqu'elle totalise 483 pages. Pour faire simple, l'histoire nous raconte purement et simplement l'histoire de la bombe atomique, les coulisses et les personnages clés de cet événement historique du tout début jusqu'après-guerre. Même si c'est écrit sous la forme d'une histoire, il faut savoir que tout, absolument tout est vrai. C'est un subtil mélange entre un livre d'histoire sous la forme d'une bande dessinée. Autre BD qui sort un peu du lot et qui n'a strictement rien à voir avec la précédente, La Survivante de Paul Guillon, sortie en 1985 et qui totalise 4 tomes. On peut y suivre l'histoire de la jeune et belle Aude qui se retrouve dans un monde post-apocalyptique dû à une explosion atomique. Très vite, elle se rend compte qu'elle est la seule survivante. Elle a beau en profiter pleinement au début, la compagnie lui manque, les hommes lui manquent et le sexe lui manque également. Il y a bien Ulysse, le robot de l'hôtel qui semble parfois combler ses besoins, mais ce n'est pas suffisant. Là, normalement, vous avez dû comprendre le genre de BD que c'est. Du post-apocalyptique érotique. Et là, pour le coup, c'est réellement une bande dessinée pour adultes. Bon, par contre, ne fantasmez pas trop non plus, c'est de l'érotisme, oui, mais en BD. Sorti à une époque où la libération sexuelle était toute récente. Je suis même sûr qu'il y a moins de nichons dans ces bouquins que de scènes obscènes dans la série Game of Thrones. C'est dire. Quoi qu'il en soit, maintenant, vous saurez que ce genre existe. Alors tout ça, c'est bien beau, mais à y regarder de plus près, il n'y a pas grand chose de vraiment adapté aux enfants. Pourtant, une BD, à la base, c'est bien censé être pour eux, non? Vous noterez que j'ai parfaitement réussi à passer d'une BD érotique à des titres pour enfants, quand même. Pour nos chères têtes blondes, j'ai retenu 3 titres. Mais attention, même si c'est pour les gosses, ça reste du post-apo et je pense que c'est plus destiné à des pré-ados qu'à des enfants en bas âge. Première BD, Sam, de Richard Marazano, sorti en 2011 et qui totalise 4 tomes. Après que le monde se soit effondré, quelques enfants et ados tentent de survivre dans une mégapole. Traqués par des robots tueurs chargés d'éradiquer toute trace de vie, l'un d'eux tombe nez à nez avec un robot de type inconnu qui, contre toute attente, ne le tue pas. Seconde BD, Kids, d'Aurélien Ducoudray et Jocelyn Jaurès, sorti en 2019 et qui totalise 3 tomes. Près de 3 mois après qu'une épidémie ait transformé la population en zombies et que ces derniers ont dévoré la quasi-intégralité de l'humanité, voilà qu'ils commencent à dépérir et à souffrir de la famine. Une bande de gosses forme le dernier bastion de l'humanité et leur temps est partagé entre la chasse aux zombies, les expéditions pour ramasser de la nourriture et des comics. La vie s'écoule paisiblement au cœur de leur enceinte construite avec les moyens du bord, jusqu'au moment où 2 filles vont faire leur apparition. Troisième et dernière BD, Créature de Stéphane Bedbeder et JF, sorti en 2021 et qui totalise 3 tomes. Dans un New York post-apocalyptique, les adultes, qui sont devenus des sortes de zombies, sont sous l'influence d'une entité monstrueuse et les enfants doivent s'organiser pour survivre. Ce sont eux,
les survivants, qui en plus de lutter au quotidien, doivent également faire avec l'influence plus qu'inquiétante d'une gigantesque tempête de nuages surnaturels tourbillonnant dans et au-dessus de Manhattan et les étranges créatures hybrides qu'elle amène à la vie. Ces 3 titres sont ma foi vraiment pas mal. Comme on peut s'en douter, c'est dynamique, simple à lire, très coloré et il y a vraiment très peu de gore. Bon, par contre, ne vous attendez pas non plus à un truc où il va falloir réfléchir sur le sens de la vie ou encore sur les échanges que pourraient avoir les personnages. Dans tout ça, il n'y a rien de psychologique, pas de message caché. C'est du divertissement pur et dur, du post-apo de base à destination des gamins, mais aussi aux adultes qui ne veulent pas se prendre la tête avec leur lecture. Parmi la multitude de BD qui existent, certaines ont marqué bien plus que d'autres, et comme c'est toujours bon de gratter un billet, on s'est dit que peut-être, éventuellement, ce serait bien d'adapter des BD sous la forme de films ou encore de séries. La première adaptation qui me vient en tête, c'est bien sûr le film d'animation Akira, adapté du manga du même nom. Alors, que dire? Ce film est à mes yeux un pur chef-d'œuvre de l'animation, vraiment. Cependant, je préfère largement les livres pour une seule et unique raison, l'histoire y est beaucoup plus développée et c'est normal, étant donné que le film a été fait tandis que l'écriture des livres n'était pas terminée. Comme vous avez pu le constater, je ne fais pas de critique de films sur cette chaîne et pour tout dire, je n'en ferai jamais. Je ne suis pas légitime et d'autres chaînes le font beaucoup mieux que moi. Cela étant, il y aura une exception. Le seul film que je critiquerai ici sera l'adaptation en live d'Akira, si tant est que ça sorte un jour. Et croyez-moi, au vu de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, il y a des chances que ce soit un vrai carnage. Autre adaptation qui, elle, a été une franche réussite, la série The Walking Dead. Même si là encore, ça ne suit pas fidèlement le support original, on ne va pas nier que le taf a été fait et même bien fait. Ceci dit, j'aurai quand même 2-3 trucs à dire dessus, mais ça sera dans une prochaine chronique. Autre titre qui a eu droit à son adaptation, la BD Le Transperce-Neige. Elle a eu droit à non pas une, mais bien 2 adaptations distinctes, avec un film sorti en 2013, que je ne saurais vous dire s'il est bien ou non, vu que je ne l'ai pas vu, et une série, Snowpiercer, que je n'ai pas vu non plus. Donc, à vous de me dire dans les commentaires s'il fallait foutre la paix à la BD ou pas. Quoi qu'il en soit, adapter une BD en film, que ce soit du genre post-apo ou pas, c'est rarement une bonne idée. Mais bon, tant que les gens se torcheront avec le respect dû à l'œuvre et penseront qu'ils peuvent se faire du fric facilement, on aura encore le droit à quelques beaux nanars. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai en définitive pas partagé beaucoup de titres de bande dessinée post-apo. Le problème, c'est qu'il y en a vraiment énormément, et au vu du monde qui change à toute vitesse, de toutes les catastrophes, de toutes les menaces qui nous entourent, il y a fort à parier que beaucoup d'autres histoires vont encore faire leur apparition dans les années à venir. Des BD d'auteurs connus, des préquels et des suites d'œuvres majeures, histoire de se faire de l'argent en jouant sur la nostalgie, mais aussi des titres indépendants ici et là qui auront, je l'espère, tout le succès qu'ils méritent si tant est que la recette est respectée et que le produit fini ait réellement du sens. Avec le boom des technologies et de toutes ces promesses, ce sont autant de risques qui peuvent arriver et autant de scénarios qui seront imaginés pour, comme après la Seconde Guerre mondiale, soit d'avertir, soit de se rassurer. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous de tous ces différents titres? En connaissiez-vous certains? D'ailleurs, si vous en avez d'autres que je n'ai pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!